Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour une émission spéciale comme d'habitude. Le dernier monument de la saison arrive et oui déjà la période, la dernière période de course de l'année cycliste. Une année qui sera comme d'habitude passée à toute vitesse et c'est pour vous parler du Tour de Lombardie, la classique aux feuilles mortes italienne. Que nous sommes réunis ce soir avec mon acolyte qui a tenu toute la saison et il est encore en forme, prêt à décortiquer ce dernier monument de la saison. Je sais qu'il a regardé très consciencieusement les semi-classiques italiennes. C'est bien sûr Titien qui est à mes côtés. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va super. Je suis encore content de te retrouver. Bah ouais, c'était ma première saison avec Radio Fringale et ça y est, on arrive sur la dernière course. Mais c'était une super année et il fallait s'accrocher pour tenir le rythme. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de coureurs qui font la saison en intégralité et ils sont en forme tout le temps. Donc j'ai essayé de m'inspirer en tout cas de ce cyclisme moderne et je suis très content de pouvoir parler avec toi du Tour de Lombardie qui arrive. Voilà, effectivement, après, on va passer à autre chose. On fera sûrement le bilan de la saison, la partie des transferts et puis le cyclocross qui va vite arriver ensuite. Mais en tout cas, il reste un monument et pas des moindres, le Tour de Lombardie et la classique des grimpeurs. Donc voilà, écoutez, on va décortiquer ensemble le parcours, les favoris, les outsiders, les Français. Et ça va être top. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Il y a un beau plateau aussi quand même cette année sur le Tour de Lombardie. Et Ouais, où clairement. autant l'année dernière, je me souviens, avec la Torn, on s'était dit il y a Pogačar, qui est-ce qui va pouvoir ne serait-ce qu'arriver à la cheville de Pogačar. Là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes dispositions, je trouve. J'allais dire sans plus attendre, mais si on va attendre un petit peu avant de parler des favoris, on va parler du parcours et une des spécificités du Tour de Lombardie, Titien, c'est que c'est pas tous les ans le même profil. Alors il y a Côme et Bergame dans la bataille, mais une année c'est dans un sens, une année c'est dans l'autre. Tout à fait, bah là c'est déjà la 117e édition du Tour de Lombardie, si je dis pas de bêtises, et c'est la classique en fait, qui a, je sais plus combien de fois ça a changé de parcours, mais plus d'une cinquantaine de fois, Ouais. enfin voilà. Et en plus ce qui est marrant, c'est que chaque année ils sortent le parcours 2 semaines avant la course, quoi. Vraiment, toute l'année tu sais rien, on a l'impression qu'ils veulent pas dévoiler ou alors voilà, ils trouvent finalement le parcours adéquat tard, mais en tout cas voilà, ça fait pas longtemps qu'on connaît le parcours, là ça fait à peine 2 3 semaines. Et effectivement, cette année, alors si vous aviez suivi l'édition en 2021 qui avait été remportée par Pogačar devant le surprenant Fausto Masnada à l'époque, et ben ce sera le même parcours, c'est-à-dire que cette année, on n'arrivera pas au lac de Côme, mais on partira du lac de Côme, donc de la ville de Côme pour aller à Bergame, donc 238 km plutôt vallonné. Alors si je donne un peu mon avis tout de suite, c'est pas ma version préférée du Tour de Lombardie qu'on a là, puisqu'on retrouve la Madonna del Ghisalo, qui est quand même un lieu mythique de cette course très très tôt, donc aura pas d'impact sur la course puisque c'est dans les 40 premiers kilomètres. Et puis surtout, une année de plus, on n'aura pas le mur de Sormano, qui est quand même un endroit fou, c'est fou chaque année Mm. de chaque édition. Mais voilà, en tout cas, une édition qui va être un peu différente, peut-être un parcours un poil moins difficile que d'habitude. En fait, donc voilà, après avoir monté la Madonna del Ghisalo, on va avoir une série de bosses en fait, entre 5 et 10 km à 6-7%. Donc ça reste difficile, hein. C'est pour ça que c'est une classique pour puncher grimpeur, mais ça reste accessible. Et finalement, la course, elle devrait se jouer dans les 50 derniers kilomètres où on va passer le passo de la Crocetta, voilà, qui est une association de 8-9 km à 6,5%. Et puis ensuite, il y aura, voilà, ça monte, ça descend pendant une quinzaine de kilomètres. Ensuite, il y aura une grande descente et on va arriver dans, à mon avis, le juge de paix. En tout cas, c'était le juge de paix il y a 2 ans lors de l'édition remportée, la première édition remportée par Pogacar, le Passo di Ganda, pardon. En fait, ce Passo di Ganda, c'est tout simplement 8 km de montée. Alors, les 5 premiers, on va dire, qui sont pas très difficiles avec une pente moyenne de 5%. Et puis voilà, les 2 3 derniers, là, par contre, on va atteindre des pentes à plus de 10%. Et c'est là que pourra se faire la différence parce qu'ensuite, on va être à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Il va y avoir près d'une quinzaine de kilomètres de descente. Ensuite, ce sera du plat. Et puis, il y aura la montée que tout le monde connaît. Je crois qu'elle a été au programme du Giro cette année, si je ne me trompe pas.
Mais je me trompe peut-être, mais je crois que c'est Ouais, l'étape je me que souviens plus. McNulty remporte, il me semble, mais peut-être pas. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une petite montée pavée d'un kilomètre, enfin avec un passage pavé, avec des pourcentages allant jusqu'à 10%. Mais voilà, pour faire la différence là-dessus, il faut être un très très bon puncher parce que c'est court. Et puis ensuite, voilà, on redescend sur Bergame pour une arrivée. Donc, encore une fois, voilà, le scénario, il va être clair. Soit la course se joue dans le Passo di Ganda à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, qui est vraiment une difficulté pour grimpeur. Soit ça se jouera entre punchers dans le petit répétition de Bergame à 3 km de l'arrivée. En tout cas, voilà pour le parcours de cette édition. Donc, que moi, je trouve qui n'est pas le meilleur parcours, en tout cas, que peut proposer le Giro. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le Tour de Lombardie, alors là, ils alternent, mais ça fait pas très longtemps en tout cas que c'est. Tu l'as dit, le parcours il a changé maintes et maintes fois. Mais dans ce sens-là, donc il y avait eu 2021 et la fois d'avant c'était 2016 avec la victoire d'Esteban Chavez. Au sprint devant Diego Rosa et Uran et il y avait eu aussi dans ce sens-là en 2014 avec Dan Martin qui s'était imposé, donc c'est vrai que Dan Martin on était sur un profil puncher, puncher grimpeur. Esteban Chavez plus grimpeur, je crois qu'il s'était fait la malle dans une bosse plus loin, là, le groupe de 4-5. Et puis bon, bah, Pogacar tout terrain, donc là-dessus, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop grand chose à en tirer, mais je suis d'accord, c'est vrai que je trouve que dans l'autre sens, la difficulté des ascensions dans le final, en fait, je me souviens notamment sur l'édition où Pogacar gagne en 2021, où en fait la descente du Passo di Gandia, en fait je la trouve longue, elle est roulante, après t'as un bout de plat qui du coup peut freiner quand même pas mal de monde, et la petite bosse finale finalement elle est très proche de l'arrivée mais pas hyper dure. Bon, ça use forcément en fin de course, mais on va dire que le scénario est peut-être un peu plus écrit d'avance, j'ai l'impression, dans ce sens-là. Bah oui, en fait, voilà, la course globalement devrait se jouer dans le Passo di Mm. Ganda parce que derrière, c'est trop aléatoire la transition sur le plat et une seule montée de 800 mètres à 1 km dans le final. Donc voilà, en tout cas, pour autant, on est quand même en fin de saison avec des coureurs qui sont alors, probablement épuisés quand même d'une longue saison et des bosses comme ça, elles vont faire très très mal. Et dans tous les cas, au bout de 238 km, ça se jouera entre costauds et moi je vois quand même les plus gros costauds se sortir dans le Passo di Ganda. Mm. Peut-être que ce sera un homme seul, peut-être que ce sera un groupe, mais en tout cas je pense pas que ça attendra simplement le radar de Bergame pour se jouer la victoire entre favoris. Oui, en général, de toute façon, c'est des costauds qui s'imposent, hein, sur le Tour de Lombardie. Bah, c'est un monument, donc forcément, c'est réservé à une certaine catégorie de coureurs. Et bah justement, en parlant des costauds, on en a identifié trois, mais j'allais dire que comme si tout le monde n'avait pas identifié trois gros costauds au départ. Bah, Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, donc c'est un peu les trois ogres de cette course. Mais j'ai un peu de mal, moi, entre ces trois, à donner l'avantage à l'un des trois. En fait, je les trouve, c'est une des premières fois où je me dis, bah tiens, là, je trouve que les trois, ils sont à peu près, enfin, ils ont à peu près autant de chances de gagner l'un que l'autre. Je sais pas si toi, tu dégages un favori plus qu'un autre. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, si je dois faire un choix, je partirais quand même sur Tadej Pogacar parce qu'il a gagné sur ce parcours. Il est double tenant du titre du Tour de Lombardie, donc forcément, Mm. il apparaît, si on doit le détacher, comme le favori. Et puis surtout, Pogacar, il a fait ses preuves sur les monuments, enfin voilà, sur les longues courses de plus de 200 km. Il a remporté le Tour des Flandres, il a remporté 2 fois le Tour de Lombardie, il a remporté Liège-Bastogne-Liège. Sur Milan-San Remo, ça fait 2 éditions, qui est quand même la plus longue course du calendrier, où il est là dans le final. Donc, pour moi, si je dois donner l'avantage à Pogacar, c'est parce qu'il a finalement un peu certifié que sur le Tour de Lombardie et sur les monuments, il répondait présent et que lui, une course d'usure longue, ça va le favoriser. À l'inverse, je pense que Primoz Roglic, ça le favorise un peu moins, à part sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Il a toujours Mm. montré des limites quand même sur les monuments. Et l'année Liège-Bastogne-Liège, c'était l'année 2020. C'était une année particulière où, à ce moment-là, c'était quand même le meilleur coureur du monde, selon moi, sur l'année en tout cas. Donc,
Ouais, par contre, Roglic, effectivement, il a montré que je pense qu'il a pas tout donné sur la Vuelta, vu qu'apparemment les Jumbo, ils ont peut-être été un peu bridés sur les 4-5 derniers jours, donc il en a encore. Et l'accélération là qu'il met sur le Tour Ouais, d'Émilie, bah voilà, ouais. Pogacar, il peut rien faire. Cela dit, c'était en 2021, Roglic avait également dominé Pogacar sur le Tour d'Émilie qu'il avait remporté, et tout le monde s'était dit que, il me semble, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises, et ouais, tout le monde ouais. s'était dit à ce moment-là que voilà, en plus il y avait encore Milan-Turin sous le format grimpeur Oui, à cette époque-là et que exact. Roglic avait aussi gagné, il me semble, donc il apparaissait comme le grand favori. Et puis finalement, on sentait que c'était pas le même type de course, là c'était un monument, c'était des montées plus longues, il y avait de la distance en plus, et peut-être que c'est pas voilà, l'arme fatale de Roglic qui est lui vraiment, par contre, un magnifique, on va dire, sniper. Et donc, tout va dépendre du scénario de course, mais c'est pour ça que finalement, même si Roglic paraît peut-être avoir ce jump en plus et que Pogacar me paraît moins en forme que le reste de la saison, voilà, je mets peut-être le plus jeune des deux Slovènes en favori par rapport à ça. Je sais pas ce que tu penses déjà entre les deux coureurs, Ouais, mais moi je place un peu Pogacar au-dessus. bah ouais, moi déjà je trouve que sur le Tour d'Émilie, c'est une course pour Roglic en fait. Ce parcours est fait Ouais, pour c'est lui. ça. Cette ascension, elle est nickel. Je crois même qu'il avait gagné le contre-la-montre du Giro, d'ouverture d'un Giro qui se terminait au-dessus de cette bosse. Euh, enfin, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais Ouais, non, 2019, il me non, si semble. c'est ça, ouais. Mais comme tu l'as dit, c'est pas le même parcours que le Tour de Lombardie. La longueur, je pense que vraiment le Roglic avec la longueur sur les monuments, ça joue les longues ascensions, c'est moins là où il excelle. Et puis pour revenir au Tour d'Émilie la semaine dernière, je pense que Pogacar en a beaucoup trop fait par rapport à Roglic au début de l'ascension au final, où en fait il essaie de lâcher tout le monde au train en attaquant. Et en fait je trouvais c'était un peu il attaquait au train. Il voulait pas griller sa cartouche trop tôt au cas où quelqu'un le suive et le contre. Puis bon, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc je pense que dans sa gestion de la montée comme ça, ça a pas été optimal. Il y aura pas ce genre de problème samedi sur le Tour de Lombardie. Parce que soit il y aura Hmm. des attaques dans la longue ascension où là ce sera un petit peu différent, ou alors si ça se joue dans la petite bosse finale, bah là de toute façon tu mets tout, tu vois si quelqu'un suit ou pas, et puis après tu descends, t'es arrivé. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément d'éléments à. C'est très bien pour Roglic qu'il ait gagné, je pense que ça le met en confiance, mais voilà, d'ailleurs Remco il n'est pas allé les faire toutes ces courses. Donc c'est aussi, ça veut voilà, aussi dire que c'est pas parce que tu brilles sur les semi-classiques avant que du coup tu vas t'imposer. Donc ouais, peut-être un petit avantage à Pogacar sur ce coup. Après c'est un peu quid de sa forme quoi. Euh, on l'a plus vu depuis les championnats du monde. Je pense qu'il a bien fait de se reposer. Ça peut être un avantage par rapport à ceux qui sont allés faire la Vuelta, qui ont peut-être grillé des cartouches. Lui, il a pris le temps de se reposer, puis vraiment. Dès début août, c'était son objectif, c'était 2 mois plus tard, le 7 octobre, le Tour de Lombardie. Donc, je pense qu'il s'est quand même très bien préparé. En fait, on n'en sait rien parce qu'il a peu couru, mis à part ces courses-là de cette semaine où on a peu d'enseignements à tirer. Mais je pense quand même qu'il sera au rendez-vous. Et puis Hmm. Remco alors. Ouais, ouais, juste, je Ouais, finis vas-y, sur vas-y. Pogacar. Et puis l'année dernière, faut pas oublier que le Tour d'Émilie, il le gagne pas non plus et il se fait battre par Mmh. Henrik Mas, qui est pas le plus puncher des coureurs. Donc ça montre quand même que Pogacar, voilà, il sait cibler ses objectifs. Et en fin de saison où tout le monde est fatigué, sur les 2 années d'avant, il a jamais été transcendant sur les courses qui précédaient. Et finalement, il a gagné le Tour de Lombardie. Et pour finir, Pogacar, il aura la grosse armada sur cette course. Pour le coup, je pense on sera tous les deux d'accord pour dire que UAE sera quand même l'équipe à battre avec également des Yates, des Ouais, ouais. Hirschi ou je ne sais quel autre coureur, des Diego Ulissi, des Formolo. Enfin voilà, ils auront toute une équipe pour durcir la course. Et bah, sur Remco, parce que tu me lances là-dessus, c'est dur en fait. Bah, justement, Remco, il a fait le choix de ne pas courir depuis la Vuelta. En tout cas, je ne l'ai pas vu, si je dis pas de bêtises, prendre le départ d'une course. Donc voilà, il lui reste 2 courses, le Tour de Lombardie et le Chrono des Nations. Est-ce qu'il est là un peu parce que voilà, il a ce statut quand même de champion, de leader de son équipe et qu'il faut qu'il soit présent. Est-ce qu'il est en forme? Finalement, on n'a aucune certitude après sa Vuelta sur Remco Evenepoel. Voilà, on n'a pas pu le jauger sur aucune course de préparation, donc c'est vraiment très 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 difficile. Encore une fois, Evenepoel,
s'il est sur sa forme, parce qu'en fait sur la Vuelta, voilà, il a montré des faiblesses, mais Remco, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça reste quand même un homme de course d'un jour. Et on l'a bien vu sur la Vuelta, quand sur une étape, il se focus à fond, il mettait les seconds à 4-5 minutes. Donc voilà, s'il a parfaitement préparé cette échéance, je le vois très très fort et pourquoi pas le grand favori de la course. Là où c'est vraiment, voilà, j'ai aucune certitude, c'est sur sa forme. Et donc du coup, j'ai du mal à en dire plus, si ce n'est que voilà, le parcours il lui convient très très bien. Surtout c'est des ascensions voilà longues où au train, voilà, il peut faire exploser tout le monde. Donc et puis on a vu également qu'il a du punch, qu'il va vite au sprint. Donc voilà, si on a un excellent Evenepoel, ouais, je le vois totalement capable de battre les deux autres. Mais c'est ça qui fait le charme. Et après, tu me diras ton avis sur Evenepoel. Mais c'est que finalement, ces trois favoris, ils ont chacun des forces, mais ils ont aussi des faiblesses. Et il n'y en a vraiment aucun là, avec l'incertitude de la forme de fin de saison, des programmes qui sont différents, qui peut dominer les autres. Donc finalement, moi, voilà, le seul que je peux ressortir parmi les trois, c'est Pogacar par son historique et parce que c'est Pogacar, mais attention à Remco, s'il est toujours en grande condition, il peut faire très très mal sur le Tour de Lombardie. Ouais, puisqu'on se posait la question avant Liège-Bastogne-Liège de sa forme. Ça faisait un mois qu'il n'avait pas couru, il faisait juste cette course-là. Alors il avait fait un super début de saison, il n'avait pas montré des signes de faiblesse comme il a pu montrer à la Vuelta, mais il avait su répondre présent le jour J. Alors certes, il y avait pas Pogacar pour le duel tant attendu. Enfin, il y avait Pogacar, mais il n'a pas pu terminer la course parce il est tombé. Et Remco, il était là et il a écrasé tout le monde sur une course ciblée. Et je pense que depuis la fin de la Vuelta, il s'est vraiment refocalisé sur le Tour de Lombardie. Et Remco, autant sur les grands tours, on se pose encore beaucoup de questions, mais sur les courses d'un jour, il est quand même hyper impressionnant. Celles qui correspondent à son profil et qu'il cible, en gros la Classica San Sébastien et Liège-Bastogne-Liège, il les remporte. Il les remporte quasiment, j'ai envie de dire, coup sur coup. Alors sur le Tour de Lombardie, c'est un petit peu plus compliqué. Il y avait eu ça, on se souvient, sa première participation, sa terrible chute en 2020. En 2021, lui, il a déjà fait le parcours dans ce sens-là. Pour le coup, il finit assez loin, à je sais plus, dans 20e ou quelque chose comme ça. Donc pas forcément dans le coup, il n'était pas dans la bonne... il s'est fait lâcher dans la dernière longue ascension. Mais c'est pas le même Remco qui arrive. Donc ouais, moi je pense que Remco peut vraiment faire très très mal. Et en fait, si tout dépend avec Remco, j'ai l'impression que s'il est acteur de sa course, il va être hyper dangereux. Par contre, si c'est pas lui qui prend les choses en main, qui va mettre les premières attaques ou qui va ne serait-ce que faire rouler son équipe pour le mettre sur orbite, c'est pas forcément là, j'ai l'impression, où il va performer quand il subit. C'est voilà, contrairement à des fois, t'as des coureurs qui peuvent se laisser emmener et puis qui arrivent à placer leur attaque quand il faut. Lui, t'as un peu l'impression que s'il est bien, tout est ok, il fait rouler tout le monde, il attaque de loin, c'est le premier à attaquer. Et sinon qui reste un petit peu, enfin voilà, qu'il est un peu à l'arrière et puis qui lâche et qui finit très loin. Ouais, ça, écoute, ça va beaucoup dépendre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, les trois grands favoris sont dans trois équipes différentes. Et ça fait quand même plaisir. Pour le moment. Oui, pour le moment. Enfin non, encore que Roglic a annoncé qu'il serait plus chez Jumbo. Voilà, non mais du coup c'est plutôt intéressant pour cette course. Et du coup on devrait passer un bon moment. Et après, je sais pas si tu as encore un truc à dire sur les trois grands favoris, mais pour moi le fait que justement on ait un peu d'incertitude, ça se trouve ils vont être un peu au même niveau, ça ouvre la porte en tout cas à plusieurs outsiders selon moi, parce que dans un scénario où personne fait la différence dans le Passo Ganda là, et ben du coup il y a toute la descente, toute la portion de plat, voilà, et pour le coup ils vont peut-être se rouler dessus les trois, et derrière tu as quand même des mecs que je trouve plutôt en forme en fin de saison, en tout cas qui n'ont pas cet écart de différence qu'ils avaient toute la reste de la saison avec ces trois mecs, et qui pourraient en profiter. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, surtout que ces gars-là, après, s'il y a un de ces outsiders qui attaque, qui est-ce qui roule ?
s'il y a plus d'équipiers. Alors s'il y a encore des équipiers, la question est un peu réglée. Il y a quand même des chances que UAE ait toujours quand même un ou deux mecs avec Pogacar très très longtemps. Mais la question, elle peut se poser. Donc à voir. Écoute, vas-y, je te propose de donner, toi, un outsider comme ça, un gars que tu sens en forme, qui peut vraiment faire une super course, et pourquoi pas créer la surprise en battant les trois favoris qu'on vient de présenter. Bah écoute, j'en ai deux et écoute, je vois bien, tu sais, si ça part en... En fait, je vois bien la bataille se passer dans le Ganda. Peut-être, voilà, les trois dont on a parlé, qui seraient les trois plus forts, mais qui auraient du mal à se démarquer. En tout cas, les écarts seraient pas assez grands et il y aurait regroupement là dans la descente ou en bas de la descente. Et je vois bien un remake de la première étape du Tour de France avec les deux frères Yates, Adam parce qu'il est équipé de Pogacar et puis Simon parce que souvent il sait bien flairer les coups et bien gérer ses efforts. Bah, tu vois, je les vois bien partir tous les deux voilà, clôturer un peu la saison par un duel entre les deux frères. En tout cas, moi, Simon Yates, je l'ai trouvé très fort sur le Tour d'Émilie. Il est pourtant pas parmi les trois quatre plus forts dans la bosse. Et en fait, tu vois qu'il a parfaitement géré son effort. Parce que quand ça Mm. se regroupe, derrière, à la limite, il bat presque Pogacar au sprint pour la deuxième place. Donc, voilà, je trouve qu'il s'est assez bien. Quand il est en forme, en tout cas, et qu'il n'a pas de trou noir comme il peut en avoir parfois, bah, je trouve qu'il gère plutôt bien son effort. Et je sais pas, et puis Adam Yates, bah forcément, il pourra jouer le surnombre. Je le trouvais encore très très fort autour des mini, hein. D'ailleurs, ils ont mal joué à mon avis parce qu'il était au moins Ouais. peut-être aussi fort que Pogacar et ils auraient plutôt dû jouer à l'attaque chacun leur tour plutôt que de faire ce qu'ils ont fait. Mais peut-être que du coup ils auront un peu appris de leur erreur de ce tour des mini. En tout cas, voilà, c'est un scénario que je vois bien. Moi, c'est deux coureurs en forme que sont les deux frères Yates. Partir tous les deux et puis je pense que du coup même si on a une équipe différente voilà ils auront aucun souci en tant que frères jumeaux à s'entendre jusqu'à la ligne donc c'est un scénario que je vois bien avec deux coureurs très en forme. Ouais, bah écoute, c'est vrai que ça peut être un scénario possible, et surtout que si Adam Yates il se reste sur les pédales, en plus ça peut être un avantage pour Pogacar que lui il aura pas à rouler. Et ça peut être vraiment un coup tactique du AE, mais pourquoi pas de le faire attaquer avant pour faire réagir Remco, pour faire réagir Roglic. Donc à voir. Effectivement, Simon Yates, c'est impressionnant. Il court juste et il est assez rapide en plus au sprint. Il a un bon punch, donc ça peut. C'est effectivement une bonne piste. Moi, il y a un coureur que j'aime bien, et puis je pense il peut surprendre, et puis il a quand même un peu foiré sa saison, donc il faut qu'il se rattrape, et ce serait une belle façon de la terminer. C'est Richard Carapaz. Richard Carapaz alors j'ai dit tout à l'heure que il fallait pas forcément tenir compte des semi-classiques italiennes parce que c'est pas ceux qui gagnent là-bas qui vont gagner le Tour de Lombardie, mais je l'ai quand même trouvé plutôt en jambes là sur le Tour d'Émilie et sur les trois vallées varésines. Pas au-dessus de tout le monde, mais dans le coup, dans le mur final sur le Tour d'Émilie, il est là, il est dans les roues, il répond présent, il tente une attaque dans le final là où il termine deuxième cette semaine. Et, et moi je sais pas, je le vois bien, tu vois, tirer profit d'un parcours, un parcours difficile, un parcours qui est long, hein. Quand il gagne les Jeux Olympiques, ça faisait 234 km, c'était un parcours aussi aussi exigeant, avec des longues ascensions. C'est un grimpeur, et, euh, et moi je garde toujours en image ce Giro en 2019 où il attaque, il l'emporte, parce qu'il y a un moment en fait où il sent la course, il sent qu'il y a le moment de flottement et il attaque. Et clairement, quand il y a un petit groupe de favoris comme ça, où il y a personne vraiment qui se détache, ou qui a la pancarte, et je pense que lui c'est un gars qui peut vraiment tirer son épingle du jeu en suivant de près ou de loin ses attaques. Mettons que les trois favoris essaie de s'envoler dans le Passo di Ganda, il suit un peu de loin, ça se regarde, il arrive derrière, pam, il contre, et puis après il le revoit plus, il fait la descente à bloc et ça roule pas derrière. Donc moi voilà, l'outsider qui me tente bien, sur qui je lancerai un petit pari comme ça, c'est Richard Carapaz. Ouais, et ben écoute, moi je te suis pas mal et
tu vois, Carapace, je vois pas un scénario où c'est le plus fort de la course, tu vois, et où il va battre tout le monde à la pédale. Par contre, je vois bien le scénario, en fait, où Carapace, tu vois, ça se regroupe dans la descente. Et lui, je trouve qu'il a cette capacité d'accélération. Il a un super punch à avoir sur les trois vallées varésines. Où en fait, à un moment, il attaque là dans le final. Et même Pogacar, il n'arrive pas à revenir parce qu'il a quand même une énorme accélération. Carapace, que souvent, je trouve d'ailleurs, il n'arrive pas forcément à tenir. Mais tu vois, c'est le mec que je vois pas trop en difficulté dans le dernier radar, ou en tout cas sur sa capacité d'accélération. Je le vois capable de suivre. Et ensuite, effectivement, c'est comme il fait pas partie de ses premiers favoris, du fait d'ailleurs qu'il ait un peu loupé sa saison, hein, faut pas le cacher. Carapace, voilà, pas pu participer à la Vuelta et abandon dès le début du tour. Donc effectivement, il sera pas forcément surveillé et c'est typiquement avec sa capacité, son énorme capacité d'accélération. Tu vois, par exemple, un Henrik Mas, pour moi, je le mets pas dans mes outsiders parce que Henrik Mas, ce sera jamais le plus fort et ce sera jamais le plus malin. Et en plus de ça, il a pas de punch qui lui permettrait de s'isoler du groupe. Il serait facilement revu. Un Carapace, il suffit qu'avec son punch, il parte un peu en facteur et ils prennent 10 mètres pour que derrière, Roglic il dise à Pogacar, à toi de faire l'effort. Pogacar il dise à Evenepoel, vas-y. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est typiquement le genre de mec, un peu le petit filou là, qui peut partir et aller gagner. Et puis d'autant plus qu'effectivement, finalement, il est assez frais de par sa chute. Déjà, il n'a pas beaucoup couru cette saison. Bah, du coup, il a pas beaucoup Plus de ça, couru, ouais. il n'a pas souvent été en forme et là tu sens qu'il voilà, il revient à son top niveau en fin de saison et peut-être qu'avec la distance et avec cette capacité de punch ça fait deux arguments qui font que Carapace voilà, il saura placer le contre-assassin quand il faut et aller gagner. Donc effectivement je te suis tout à fait et en tout cas moi c'est ma grosse cote derrière les trois monstres dont on a parlé. Et bah écoute, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc ouais, t'as parlé d'Henrik Mas, effectivement. Mas, il a l'air encore, en fait, il a l'air moins en forme que l'année dernière où il avait été bon, où c'était un parcours qui l'avantageait beaucoup plus. Ce serait surprenant de le voir. De le voir l'emporter, hein, tout simplement, parce que c'est ce qu'on essaie de faire, de voir un petit peu qui pourrait être présent. Alors on a Vlasov aussi qui revient forcément très en forme dans la liste des favoris. On est un petit peu obligé. Après Vlasov, c'est un peu toujours le gars qui est là mais qui gagne pas. Surtout que voilà, dans les classiques, le Tour de Lombardie, il avait fait 3ème en 2020, mais sinon il avait en général les monuments, c'est quand même pas son délire. J'ai un peu du mal à y croire quand même de plus en plus à Vlasov au fur et à mesure des années, à la fois sur les grands tours, mais puis bon, ça a jamais été non plus un coureur de classique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour Vlasov, ouais, voilà, je le mets pas dans mes favoris. Par contre, il y a un mec aussi sur qui il faut compter, à mon avis, c'est Giulio Ciccone. Je l'ai trouvé plutôt fort moi, sur le Tour d'Émilie. Giulio Ciccone, il a une bonne pointe de vitesse. Il faut rappeler quand même qu'au Tour de Catalogne, sur un sprint en montée, là, je crois que c'était à Valter 2000, il avait quand même réglé Evenepoel et Roglic, il me semble. Donc voilà, moi, si je dois donner ma petite cote italienne, parce qu'il en faut une quand même sur cette course, je parierais sur Ciccone. Mais voilà, effectivement, les autres dont on a parlé, c'est des coureurs qui vont être très forts. Mais voilà, du Vlasov, du Henrik Mas, ça joue souvent peu gagnant parce qu'il n'y a pas ce côté où ça peut sortir, tu vois, comme un Carapace. Je trouve qu'il n'y a pas l'étincelle, quoi. Ouais. Ils sont très forts pour autant, mais ouais, effectivement, je les vois difficilement gagnants. Ouais, puis à un moment, il y a besoin de ça pour gagner un monument, hein, donc il faut ce petit truc à la fois d'arriver à suivre les plus costauds et puis d'avoir ce truc où tu sens la course et tu sais que c'est à ce moment-là qu'il faut attaquer. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des outsiders, sauf si tu avais un nom à rajouter. Non, pas spécialement. On va peut-être parler des Français. Bah ouais, voilà, c'est ce que j'allais te proposer. Parler des Français, il y en aura quand même pas mal au départ de cette course. Et forcément, en premier, on va parler de Thibaut Pinot, parce que ce sera la dernière course de sa carrière.
Il l'a annoncé il y a bientôt un an. Voilà, c'est bientôt fini. Il lui reste plus qu'un dossard à mettre. Bon, on va pas revenir sur Pinot et sa saison. On en a longuement parlé. Son histoire avec le Tour du Lombardie, le seul monument qu'il a magnifiquement remporté il y a 5 ans. Sur les enjeux de la course, qu'est-ce que tu t'attends de Pinot? À ton avis, il va être capable de faire quoi? Bah écoute, très sincèrement, on est quand même sur une course, je trouve, un Tour de Lombardie cette année avec un niveau quand même très très relevé. Parce que quand même, à part Vingegaard, finalement, parmi les quatre grandes stars, il n'y a que lui qui manque. Donc, et puis le flopé d'outsider derrière, dont à mon avis fait pas partie de Thibaut Pinot. Alors il aura peut-être ce supplément d'âme pour sa dernière course, mais Pinot, on va pas se le cacher, à la pédale, il ira pas jouer le podium. Ça me semble quand même assez invraisemblable. Donc surtout que voilà, il a été malade au Tour du Luxembourg. Hmm. Voilà, autour des mini, quand même, je sais pas, il y a 1 minute 32 minutes, donc voilà, il n'a pas été capable de suivre. Voilà, il brille pas forcément cette fin de saison, en tout Non, cas, ouais, il du est point plus de en vue de jouer forme avec les là. meilleurs. Donc, Hmm. pour moi, la plus belle sortie, finalement, ce serait encore une fois. Alors, je sais pas où est prévu le virage Pinot Bah, pour cette édition je sais que l'organisation du Tour de Lombardie avait demandé à ceux qui organisaient de le dire vraiment à la dernière minute pour pas que ce soit pris d'assaut et qu'il y ait trop de monde. Ouais, donc Donc c'est on ça. saura peut-être le matin, quoi. Mais dans tous les cas, on peut se douter que ce sera dans une ascension plutôt dans la Oui, deuxième moitié de course. oui, Enfin, ça c'est donc sûr. écoute, moi, alors, soit Thibaut Pinot, il se dit que voilà, il a les cannes pour jouer, mais je sais pas. Soit moi, il n'y a pas plus de beau baroud d'honneur que Thibaut Pinot, il attaque dans les, je sais pas, peut-être quand la course sera pas encore lancée entre favoris à 50 km de l'arrivée et que, encore une fois, il arrive à passer en tête. Enfin, qu'on revive un peu un moment magique Hmm. comme on avait vécu, tu vois, au Tour de France et que finalement, voilà, quitte à voilà, être pris à 40 km de l'arrivée et ensuite, justement, pouvoir savourer dans les 40 derniers kilomètres. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien voir une dernière belle attaque de Thibaut Pinot qui te procure des émotions, qui soit à l'avant de la course. Tu vois, de le voir se battre avec son vélo, c'est peut-être ça que j'attends, moi, sur cette course de la part de Pinot. Donc, ouais, moi, c'est ce que j'aurais envie de voir. En tout cas, ça Hmm. me désolerait un peu, finalement, que ce soit une course où tout le monde est lâché. J'ai peur que ce soit ça, hein. Ouais, Moi, le scénario que je veux, c'est les UAE qui finissent qui vont anonymement, affronter. quoi. Ouais, tu vois, je pense à Hmm. Nibali l'année dernière, par exemple. C'est Hmm. l'année dernière, je crois, qui fait son dernier tour Ouais. de Lombardie. Et tu vois que dans la dernière côte, c'est un des premiers lâchés. Et la caméra, elle passe sur lui en une fraction de seconde. Et puis derrière, on le voit plus. Et idem pour Valverde aussi. Je crois que c'est qui a fini sa saison là-bas. Donc, bon, Pinot, il pourrait mériter quand même un baroud d'honneur, sachant que, tu vois, il aurait été dans les 10 meilleurs sur les courses italiennes. J'aurais dit, ah bah voilà, j'attends de voir Pinot pour un dernier top 10 dans sa carrière sur la Lombardie. Mais moi, j'attends plus le jubilé. Ouais, oui, bah oui. Bah, Valverde, il avait fini sixième quand même, hein. Toujours au Oui, de top. toute façon, lui, voilà, Toujours au il est top. toujours dans les Mais 10 premiers, il n'y a pas de doute. c'est vrai que Nibali, ouais, bon, après, hein, on sait souvent que c'est compliqué hein, d'avoir une fin en beauté, on va dire. Donc, il aura déjà ses supporters le présent. Mais effectivement, je pense que physiquement, il est beaucoup trop juste là. Il sépare. Depuis le tour, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu long à relancer et ce serait très surprenant de le voir dans le coup samedi, mais avec Pinot on sait jamais hein, parce que suffit qu'il se mette en mode on et puis on y va et puis là il peut peut-être faire un truc sympa mais dans le genre ce que tu disais quoi, être encore avec les costauds après un ou deux cols et puis attaquer, faire un beau barou d'honneur et puis faire plaisir à tous ses supporters. On aura également Romain Bardet et Warren Barguil au départ. Euh, je trouve que c'est le genre de course qui peut bien correspondre. Alors, peut-être un petit manque de punch pour Bardet, mais ça peut bien leur correspondre quand même, le Tour de Lombardie. Ouais, surtout Barguil, j'ai l'impression que Bardet, voilà, il reste quand même un peu juste, tandis que Barguil, je trouve qu'il finit très bien la saison, il était très bien au Tour d'Émilie, il fait top 10 si je dis Ouais, pas de ouais, bêtises, il ouais. était encore bien là, Il fait dixième, il ouais. y a deux. Oui, il était encore bien hier là, ou avant-hier au 3 Vallées Varesine, donc non, non, Warren Barguil, à mon avis, tu vois, si je dois citer un Français pour qui voilà, qui serait pour moi le plus à même de réussir un top 10 sur cette course,
je dirais Warren Barguil qui a du punch, qui a une pointe de vitesse en cas d'arrivée en groupe. Donc, il fait clairement pas partie des 3-4 favoris de la course. Mais il a un bon niveau, Warren Barguil. Il aime bien c'est un coureur de Mm. classique de plus en plus, je trouve, plutôt que coureur de course par étape. Donc, moi, c'est clairement pour moi l'atout français numéro un sur cette course. On parlera peut-être après des jeunes, mais en tout cas, voilà, Barguil, c'est pour moi la valeur sûre si on veut avoir un Français dans le top 10 de cette course. Ouais, et puis je regardais là, en 2016, il avait fait 8ème. Bardet avait fait 4ème cette année-là, et c'était dans le même sens. Voilà. En 2021, ils n'avaient pas été sur la course assis. Bardet avait fait 8ème. Mais je pense qu'ils vont être. En fait, ouais, c'est ça, ils vont être placés, ils vont être dans le coup. Un scénario de course favorable avec un petit groupe d'outsiders ou autres qui s'échappent pourrait leur être bénéfique. Après, ça risque quand même d'être compliqué pour. Voilà, franchement, un top 5, ce serait assez ouf, je pense, pour un des deux. Mais je pense que c'est pas impossible parce que. Enfin, moi, je crois beaucoup aux deux, en ces deux coureurs. Et, euh, et ils aiment les courses comme ça qui sont voilà qui sont longues, qui sont difficiles. C'est des coureurs qui brillent sur les classiques, donc ça va être intéressant d'avoir un œil en tout cas sur eux tout le long. Tu voulais parler des petits jeunes et puis d'autres Français aussi. Ouais, bah il y a quand même nos deux chouchous, Lenny Martinez et Romain Grégoire, qui Mhm. devraient être au départ de la course. Honnêtement, hein, j'en attends pas grand-chose quand même, hein, enfin, j'en attends pas grand-chose en termes ce sera quand même dur d'atteindre le top 10. Auquel je crois un peu plus des deux, c'est peut-être Romain Grégoire. Je pense que Lenny Mhm. Martinez, voilà, il était encore un peu là autour des mini, mais vraiment en troisième rideau. Et je pense qu'il a fait quand même une grosse saison sur toutes les courses par étapes et que ça risque encore d'être dur. Mais si je dois aller tabler sur un des deux Français, c'est Romain Grégoire. On n'est quand même pas sur des cols de haute montagne. Et Romain Grégoire, on l'a vu sur la Vuelta, sur des ascensions voilà, de 7-8 km avec des pourcentages pas non plus extrêmes. Il peut être là. Je pense que c'est un vrai coureur de classique. Il a fait voilà, 13e, là, si je dis pas de bêtises, des Trois Vallées Varesines. Donc il était dans le groupe juste derrière celui des Cadors. Ouais, je le vois. Pourquoi pas. Voilà. Bien figuré. En tout cas, peut-être faire un top 15 sur cette course. Donc. En tout cas, écoute, moi, dans tous les cas, je leur en voudrais pas si on les voit pas de la course, vu la saison qu'ils ont fait. C'est clair. Mais je pense que, tu vois, un Lenny Martinez, en fait, j'ai du mal à voir ce qu'il peut espérer parce que il est peut-être pas assez puncher. Il est trop tendre. Et je pense Ouais, qu'il pour ce genre de course, Lee Martinez, il est encore trop voilà. tendre dans le sens où voilà, ça va frotter comme des fous au pied des bosses, ça va rouler à bloc. C'est pour l'instant Lenny Martinez, on l'a vu briller en haute montagne sur un terrain où on sait qu'il est hyper fort et puis il s'est affirmé comme même un des meilleurs en World Tour, hein, on peut le dire dès cette saison. Euh, Là c'est une classique, il y a la distance des classiques aussi. Il n'a pas fait beaucoup de courses au-dessus de 200 km. Quasiment la seule longue comme ça, c'était les championnats de France. Il n'a pas terminé la course, donc il y a vraiment une énorme inconnue par rapport à ça. Donc je suis d'accord pour dire qu'il y a un peu plus de chances de voir Romain Grégoire faire une belle place. Après, c'est un peu la même question sur les. Voilà, ce sera un premier monument, donc ce sera une découverte aussi. On sait que c'est des courses qui sont spéciales par leur difficulté, par la densité de coureurs qu'il y a, par la longueur. Vraiment, la longueur, j'insiste à chaque fois là-dessus, mais c'est vraiment la particularité des monuments. Et alors après, enfin voilà, il avait pas terminé l'Amstel Gold Race, qui faisait 250 km, donc on n'a pas vraiment d'infos par rapport à ça. Après, bon, ils ont 20 ans, donc ils ont encore des années avant de faire et pourquoi pas de gagner ces courses. Donc l'avantage, c'est qu'ils auront rien à perdre, tout à gagner et à apprendre beaucoup. Et on peut clairement être agréablement surpris parce que c'est des champions en puissance avec des mentalités de champions. Donc ouais, ça va être intéressant en tout cas de voir un petit peu leur course et puis ouais, jusqu'où ils peuvent endurer cette souffrance sur les 238 km. Ouais, ça va être quand même sacrément intéressant cette course entre le plateau, que je trouve qui est quand même
assez exceptionnel, les Français, enfin, voilà, il y a pas mal d'enjeux et ça contrebalance peut-être un peu le fait que même si le parcours est quand même très exigeant, voilà, j'aimais bien moi le parcours avec la Guisalo suivi du Sormano et puis qu'on descend Tu sur l'auras Cône l'année avec les prochaine, dernières tu l'auras bosses, l'année prochaine. ouais, espérons. Mais en tout cas, je pense que voilà, soyez devant votre télé déjà parce que c'est une des dernières, en tout cas, c'est Ouais. la dernière très grande course de l'année. Et puis c'est une des dernières grandes courses. Il y aura Paris Tour le lendemain, mais ensuite la saison sur route, ce sera fini. Donc voilà, samedi, soyez tous devant votre écran pour kiffer une dernière fois. On a eu quand même des sacrées courses cette année. Et voilà, y a pas un mec qui ressort, il y a un beau suspense. Donc ça devrait être quand même une sacrée course avec des mecs. En plus, voilà, c'est la dernière course de l'année. Donc ils savent qu'après, ils partent tous en vacances. Donc je pense que, ou alors ils vont aller faire des mumus sur les critériums au Japon, Au par exemple, ou Japon, des choses comme ouais, ça. voilà, c'est Mais ça. voilà, en tout cas, ils vont forcément tout donner. Ça va être un super spectacle. Et en tout cas, voilà, moi, j'ai quand même bien la hype qui monte pour cette dernière course de l'année. Donc, ça va être très chouette. Il y a plein d'enjeux entre les jeunes, entre Pinot, entre les top favoris. Voilà. Donc, trop content que cette course arrive. Et je pense qu'on va avoir un sacré Ouais, spectacle. je pense qu'on va se régaler. Je voulais rajouter quelques petits noms que j'ai revus en voyant la start list là. Bon, il y a quand même Julien Alaphilippe au départ. Euh, Oui. Même Oula, si on c'est. commence à l'oublier. C'est pas Mais possible. ouais, c'est exactement ce que Faut je le me suis dit. citer. Je me suis dit, oula, c'est un peu significatif. Mais bon, ça reste à la Philippe. Donc voilà, après, je pense que ce sera quand même. Il aura un rôle d'équipier de Remco plus qu'autre chose. Et je lance une petite dernière grosse cote, Andreas Krohn. Que j'ai trouvé costaud sur le championnat d'Europe et pourquoi pas après sa belle Vuelta bah, le voir à l'avant. C'est peut-être un petit peu dur au niveau bah, on sait que c'est pas forcément un pur grimpeur, il est peut-être un peu plus à l'aise sur- il a un peu plus un profil de puncher. Mais voilà, ça peut être un coureur à surveiller. Et puis bon, il y en a d'autres aussi. Et il y a Fuglsang qui sera au départ, un ancien vainqueur aussi. Mais bon, c'est c'est plus le Fuglsang d'Astana. Voilà. Ouais. Sur Krohn, t'as raison, hein. Je trouve il a passé un cap cette année sur les classiques de printemps. Il était excellent, malgré, je crois, que sa chute sur Liège-Bastogne-Liège. Mm, Il a un peu coupé le reste de la saison, mais sur la Vuelta, il était très fort. Bah, il a gagné une étape, il a ouais. failli en gagner une deuxième. Voilà, voilà, je trouve que vraiment, il s'est affirmé. Il a un super punch également, donc c'est pareil. C'est le genre de coureur, s'il y a un regroupement et qu'il est encore là après le Ganda, là, il faudra s'en défaire dans la dernière petite bosse Mm, et lui mm. aussi, il peut profiter. Donc, et puis l'équipe Lotto fait quand même une très belle saison portée justement par ce type de coureur. Donc ouais, pourquoi pas. En tout cas, moi je vais le suivre. C'est un coureur que j'aime bien. Ouais, c'est un coureur qui est sympa à suivre et puis qui ose et qui sent la course en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi avec lui qui est intéressant à voir. Bon bah voilà, on a essayé d'être le plus complet possible en une bonne quarantaine de minutes. Merci Titien pour cette mise en bouche du Tour de Lombardie. Euh, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine normalement pour débriefer tout ça. Bah merci. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce. Et puis surtout pour le dernier monument de la saison, pensez à vous alimenter. La course est longue et la fringale peut faire très mal. À bientôt, on se retrouve pour débriefer le Tour de Lombardie très bientôt. Ciao, bonne soirée à tout le monde. Salut les copains. Et puis allez Thibaut Pinot pour l'occasion. Ciao.